Bonjour à tous, bonjour Olivier Savornin, bonjour. Directeur général de VMware France. Je suis Florent Berthat de l'AGFI. Bienvenue pour ce premier événement du Lead Forward 2022 de VMware. Aujourd'hui, en partenariat avec Alliancy et l'AGFI, nous allons découvrir comment les acteurs de la finance innovent dans le domaine de l'intelligence artificielle à travers des cas d'usage concrets. Nous allons bénéficier de retours d'expérience de plusieurs acteurs du secteur. En particulier, Ivan Mirochnikov, qui est responsable de l'offre digitale de Société Générale Security Services, de Michael Detoldi, qui est Chief Analytics Officer de BNP Paribas Cardiff, de Philippe Laval, qui est Chief Technology Officer de Jolt Capital. Donc, un banquier, un assureur et un acteur du private equity. Nous bénéficierons aussi du point de vue de Fabrice Mazard, consultant stratégie IT de VMware, qui abordera les projets d'IA sous l'angle des développeurs. Puis nos experts échangeront sur les facteurs de succès de l'industrialisation de l'IA. N'hésitez pas à poser vos questions, nous les transmettrons aux différents intervenants. Mais tout d'abord, je vais me tourner vers Olivier Savornin. Je rappelle que vous êtes directeur général de VMware France. Alors, Olivier, nous allons échanger pendant 1h30 sur les apports de l'intelligence artificielle dans différents secteurs, et en particulier dans le secteur financier aujourd'hui, la mise en œuvre concrète de solutions d'IA par les acteurs du secteur financier. Tout d'abord, selon vous, sur quelle définition devons-nous nous accorder en matière concernant l'intelligence artificielle, et finalement, de quoi parlons-nous? L'IA est un phénomène mondial. Finalement, l'IA, ce sont des développements informatiques conjugués à des algorithmes mathématiques assez poussés, dont l'objectif est de pouvoir simuler l'intelligence humaine. L'IA n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont la quantité de données, la vélocité, la variété des données, ainsi que la capacité de calcul, de processing, qui permet à l'intelligence artificielle de devenir implémentable. On la trouve dans de nombreux outils, tels que le deep learning ou le machine learning. Elle est de plus en plus fréquente dans toutes les industries. Il nous a donc paru assez intéressant aujourd'hui de pouvoir présenter cette émission qui soit focalisée sur l'intelligence artificielle qui, de notre point de vue, va être en plein essor. Alors, VMware a souhaité, en partenariat avec Alliancy, le média du numérique, et l'AGFI, le média des acteurs du secteur financier, ce moment d'échange sur la thématique de l'IA. Quelles sont vos attentes concernant les perspectives? Pourquoi lancez-vous ce Lead Forward 2022? Dans quelle perspective? Ce qui nous intéresse, c'est de permettre à tous les acteurs du domaine de pouvoir apprendre. Et nous pensons que la meilleure façon d'apprendre, c'est de partager les expériences. Et je remercie aujourd'hui les acteurs et les témoins qui, avec nous, vont nous permettre de découvrir les innovations sur lesquelles ils ont pu travailler ces dernières années. Nous espérons ainsi faire en sorte que chacun d'entre vous puisse ressortir de cette émission avec des idées plein la tête et des projets d'IA qui seront implémentés dans les semaines à venir. Alors, par ailleurs, même si ce n'est pas le sujet du jour, je ne peux pas ne pas vous interroger, poser quelques questions sur une actualité qui a fait la une ces dernières semaines vous concernant, c'est l'acquisition de VMware par Broadcom. Qu'est-ce que ce rapprochement implique pour vous, pour votre entreprise VMware? Alors, le rapprochement n'est pas encore fait. Nous sommes pour l'instant soumis à une période assez particulière où une entreprise tiers, jusqu'au 5 juillet inclus, peut surenchérir et par le biais emporter finalement VMware dans son escarcelle. Ensuite, il y aura les régulateurs qui vont prendre un certain temps pour étudier l'opportunité de ce rachat et prendre un certain nombre de décisions en conséquence. Enfin, pour revenir à notre sujet du jour, l'intelligence artificielle, VMware est lui-même utilisateur de solutions d'IA. Quels sont vos propres cas d'usage concrets en quelques mots? On utilise l'IA dans deux domaines. Un premier domaine qui est plus du domaine de l'interne de VMware, on l'utilise en particulier pour améliorer nos développements logiciels, pour pouvoir en améliorer la qualité, automatiser un certain nombre de tests, ce qui nous fait gagner énormément de temps tout en améliorant encore une fois la qualité de logiciels. Et puis, on permet aussi à nos clients d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux bénéficier des innovations de VMware.
On peut penser en particulier dans le placement d'un certain nombre de ressources informatiques qui seront plus optimisées par le biais de l'IA. On peut aussi penser à de la maintenance proactive, permettre de pouvoir détecter un certain nombre de comportements qui seraient anormaux et qui permettent de prendre des décisions. Merci Olivier Savornin pour ce premier éclairage et pour présenter, introduire nos 3 experts. Je vais passer la parole à Christophe Auffray d'Alliancy. Bonjour, je suis donc Christophe Auffray, le chef de rubrique d'Alliancy en charge des sujets d'intelligence artificielle et de data. Et je suis en compagnie de Olivier Savornin de VMware, mais nous n'allons pas rester longtemps en duo puisque nous allons tout de suite accueillir nos grands témoins qui vont présenter leur cas, l'innovation, comme vous le disiez en introduction. Donc j'appelle Yvan Mirochnikov de Société Générale Security Services, j'appelle Philippe Laval de Jolt Capital et Michael De Toldi de BNP Paribas Cardiff. Bonjour. Merci. Yvan, vous allez avoir l'insigne honneur d'ouvrir cette première séquence de l'émission qui est consacrée au retour d'expérience et à la présentation finalement des cas d'usage consacrés à l'intelligence artificielle. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner un peu le périmètre de cette filiale du groupe Société Générale ? Alors, Société Générale Security Services, c'est la filiale titre, le métier titre de Société Générale. Donc, c'est un métier un peu spécifique. Effectivement, on est plutôt en B2B. On gère effectivement beaucoup d'actifs sous mandat, que ce soit pour des acteurs, par exemple, du private equity, ou que ce soit d'une manière générale pour des gestionnaires d'actifs. Notre zone de couverture est essentiellement l'Europe. Et nos prestations sont de la conservation de titres, également toutes les opérations d'administration de fonds et toutes les opérations liées à la régulation, au reporting et à l'activité autour des titres pour nos acteurs, à la fois les gérants d'actifs, mais également leurs clients qui sont les investisseurs. D'accord. Et dans le cadre de ces métiers, l'intelligence artificielle a toute sa place. Je crois que vous allez nous présenter 2 cas d'usage. Il y a un premier qui sera consacré à l'analyse automatique de documents. C'est quelque chose qui est hors de business finalement pour vous. Et une partie qui est plus orientée client avec des chatbots, puisque vous créez également différents chatbots. Peut-être la première partie sur l'analyse automatique. De quoi s'agit-il? Comment ça crée de la valeur pour l'entreprise et pour ses clients? Alors, ce matin, je suis censé représenter effectivement le métier bancaire. Et le métier bancaire, il s'appuie sur une masse énorme de documents. Jusqu'à présent, la plupart des documents étaient des formulaires, des documents papier, des contrats qui étaient échangés entre les clients et la banque. Aujourd'hui, de plus en plus, avec la transformation digitale, on a dématérialisé une partie de ces documents. Donc, il y a eu une période où effectivement, il fallait plutôt scanner les documents et les faire analyser par des équipes. L'objectif aujourd'hui, c'est de passer à la phase d'après, l'automatisation effectivement du traitement de ces documents. Et pour cela, on a besoin de reconnaître automatiquement un certain nombre de formulaires, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur langue, et surtout quels que soient les formats d'échange avec nos clients. Et donc la grande demande aujourd'hui, c'est de gagner en efficacité, à la fois de notre côté, mais bien entendu du côté de nos clients. D'accord. Donc c'est plutôt de l'efficacité opérationnelle, mais en même temps qui bénéficie au client final. Oui. C'est ça. Et donc, il y a cette partie-là qui crée de la valeur, vous le dites. Et il y a un deuxième cas d'usage de l'intelligence artificielle qui est le chatbot, qui est la création de chatbot. Voilà. Qu'est-ce qui existe comme chatbot à Société Générale? Alors, en fait, l'expérience sur les chatbots a démarré depuis très très longtemps au sein du groupe Société Générale. On s'appuie à la fois sur des moteurs internes qui ont été perfectionnés dans le traitement du langage et dans la connaissance d'un vocabulaire un peu particulier qui est le vocabulaire financier. L'objectif, c'est d'automatiser l'interaction entre le client et le groupe Société Générale, quelle que soit l'activité dans laquelle on travaille. Dans nos métiers, on a bien sûr besoin à la fois de bien comprendre la nature des questions qui peuvent être posées par le client et surtout la manière sur laquelle on va pouvoir y répondre. La difficulté dans un métier, par exemple, comme le nôtre, on a 4000 personnes, mais les 4000 personnes, c'est 4000 experts. Et donc, chaque domaine nécessite un vocabulaire spécifique et une approche spécifique. Si je prends, par exemple, le domaine de l'épargne salariale, qui concerne beaucoup d'entre nous, l'épargne salariale génère beaucoup de questions, par exemple, dans le domaine fiscal, dans le domaine des procédures, dans le domaine du reporting. Et tous nos clients nous posent des questions aujourd'hui plutôt par téléphone ou par mail. Là, l'objectif, c'est progressivement de leur donner un certain nombre de réponses automatiquement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes les questions qui peuvent se poser. Et ça, avec le niveau de performance et de professionnalisme qui caractérise notre groupe.
D'accord, donc ça veut dire finalement de former le chatbot à votre vocabulaire métier, à le rendre expert d'une certaine façon, à comprendre les questions des clients. Oui, effectivement, on évoquait tout à l'heure des techniques de l'intelligence artificielle comme le machine learning ou le deep learning. Aujourd'hui, l'apprentissage va être très important parce qu'il va nous permettre à la fois de détecter les différents cas de figure qui peuvent se présenter et progressivement de passer d'une IA qui va être administrée à une IA qui va être de plus en plus automatisée. Et c'est là, effectivement, où on a besoin de comprendre réellement le métier et de creuser à la fois la partie data, mais également tous les modèles de discussion ou d'échange que l'on peut avoir avec nos clients. D'accord. Olivier, je crois que vous avez une question pour... Oui, je voudrais savoir, quand on fait un chatbot, finalement, quels sont les critères de performance? À quoi est-ce qu'on sait que le chatbot est efficace? Alors, la première réponse immédiate, c'est d'éviter que le chatbot s'arrête au bout de 2 échanges. Donc, arriver à avoir un échange assez continu, assez complet, va être le premier critère de performance. Deuxième critère, c'est la qualité de la réponse. C'est-à-dire qu'en fonction d'une question qui n'est pas forcément formulée telle qu'on l'attend, il faut que la réponse soit de qualité. Et il faut pour cela comprendre tout le vocabulaire qui peuvent exister, à la fois dans des termes techniques, ce que j'évoquais auparavant dans le monde de la finance, mais également dans des termes simplement de l'usage et de la langue. Et là, effectivement, plus on va ouvrir les capacités de notre chatbot en termes de périmètre fonctionnel et en termes de capacité à répondre à ces échanges, plus il va être performant. Merci Yvan. Philippe Laval de Jolt Capital. Alors on reste dans le monde de la finance, visiblement une certaine proximité avec Société Générale Security Services. Est-ce que vous pouvez nous présenter Jolt Capital pour ceux qui nous suivent aujourd'hui qui ne connaîtraient pas l'entreprise? Absolument. Donc Jolt Capital, nous sommes un investisseur en private equity européen spécialisé en deep tech. Deep tech, c'est quoi? Ce sont des sociétés qui sont très innovantes, aussi bien en hardware. On a investi par exemple dans une usine qui fabrique du bois, qui prend du bois normal et le transforme en bois exotique, donc excellent pour la planète. Une société en Allemagne qui fait de la découpe laser et du nettoyage laser, ce qui permet d'économiser énormément d'eau. Ou des logiciels d'intelligence artificielle. Vous parliez de reconnaissance de documents. On est investisseur dans une société de moteurs de recherche sémantique qui fait exactement ce genre de choses. Il faudra qu'on se parle. Ou de la sécurité. Donc c'est notre métier. Et notre croyance profonde, c'est qu'en Europe, on a largement autant d'innovations et de sociétés deep tech qu'aux États-Unis ou en Asie. Et notre métier, c'est de trouver ces sociétés, de les accompagner et de les aider à croître. D'accord. Et c'est justement pour accompagner ce métier, finalement, que vous avez développé une plateforme qui s'appelle Ninja. Et finalement, on ne laisse pas l'investisseur tout seul face à ces masses de données, finalement, qui sont disponibles sur Internet. Et Ninja, alors si vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça fournit comme fonctionnalité, finalement, aux utilisateurs de Jolt Capital? Absolument. Donc Ninja, c'est une initiative que nous avons lancée il y a 5 ans. Moi-même, j'ai rejoint Jolt à ce moment-là en tant que directeur technique il y a 5 ans, après une carrière d'entrepreneur en logiciel. Notre vision, c'est que le marché européen est très profond en termes de deep tech. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés, mais qu'elles ne sont pas connues. 2 manières d'aborder ce marché. Soit simplement passer son temps dans des salons et c'est trop limité, ou alors utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les immenses masses de données qui sont disponibles aujourd'hui, les brevets, les profils, les articles de presse, etc., pour faire remonter naturellement des sociétés intéressantes et permettre aux investisseurs d'être d'une certaine manière des investisseurs augmentés qui ont un accès direct au marché. D'accord. Donc la plateforme, elle collecte un certain nombre de données et elle propose aux investisseurs des leads. Je crois que c'est ça. Elle suggère des leads d'entreprises qui pourraient les intéresser par rapport à finalement des profils qui avaient été identifiés avant. Une base de connaissances. Absolument. On est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning. D'une part, on agrège pour avoir des données. Donc ça, c'est un gros travail. Aujourd'hui, on travaille avec une base de connaissances sous forme de graphes où on a des centaines de millions de petits points d'information. Et ensuite, les investisseurs de Jolt ont travaillé à partir des sociétés qui leur étaient présentées, ce qui permet au système d'apprendre petit à petit. Et en 5 ans, on a plus de 25 000 sociétés qui ont été examinées. Et donc, le système vous propose des leads, comme vous dites, des sociétés qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas du tout de l'investissement automatique. Dans notre métier, ça n'existe pas. Ce sont des outils qui rendent les investisseurs beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. D'accord. Et comme c'est une masse de données, finalement, il y a aussi une fonctionnalité qui est importante, qui est le moteur de recherche, qui permet de rechercher sur des thématiques, hein, c'est ça? Absolument. Comme Yvan l'indiquait sur la recherche de documents, il y a toute une partie analyse du langage. Chaque société se décrit d'une manière un petit peu différente.
mais finalement on extrait les concepts profonds à travers du traitement automatique du langage, ce qui permet très rapidement, par exemple, de retrouver toutes les sociétés européennes qui travaillent sur le quantum computing, un sujet passionnant en ce moment, de construire des groupes et de comprendre quels sont leurs clients, quelle est leur propriété intellectuelle, à quelle vitesse elles croissent, et de faire notre vrai métier qui est d'accompagner l'entrepreneur dans son projet, dans son business plan. D'accord. Olivier, une question ? Oui, je trouve que l'exemple de Ninja est vraiment passionnant. Philippe, est-ce que vous pensez que ça va se multiplier dans les entreprises, ce genre d'initiative ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, en tant qu'investisseur B2B, pour nous, l'intelligence artificielle est un outil pour nous en interne, mais on le retrouve partout aujourd'hui. Dans tous nos investissements, y compris Keboni, donc qui fait du bois, y compris une société qui fait des nanolentilles, qui est capable de capturer chaque photon, et donc votre prochain téléphone, la lentille sera complètement plate. L'intelligence artificielle est littéralement partout. Très bien. Merci. Et je crois qu'en termes d'utilisateurs, il n'y a pas seulement Jolt Capital qui utilise la plateforme, vous avez également un gros partenaire fonds qui est utilisateur. Absolument. Donc nous n'avons aucune vocation à commercialiser cette plateforme. Par contre, on l'ouvre à des partenaires proches de nous. On l'a ouvert au ministère des Finances, à la DGE, et également à NOLP, le fonds Temasek, qui est un des fonds souverains de Singapour et qui s'en sert beaucoup sur l'Asie du Sud-Est. D'accord. Merci Philippe. Alors on va changer un peu d'univers, on va rentrer dans celui de l'assurance avec Mickaël de Toldi. Alors c'est quelque chose que vous m'expliquiez lors de nos entretiens de préparation. Dans l'assurance, dans votre entreprise, l'IA c'est pas du POC, c'est pas un cas d'usage ici et là, c'est vraiment une volonté d'industrialisation, de mettre l'IA partout où elle est pertinente. Et dans ce cadre, vous avez identifié 2 cas d'usage, vous en avez beaucoup d'autres, qui sont cœur de business également, c'est la gestion de sinistres et l'analyse de la qualité des ventes, hein, c'est ça ? Alors, mais peut-être d'abord, dans un premier temps, nous présenter à tous BNP Paribas Cardiff, quelle taille, c'est une entreprise internationale ? Alors BNP Paribas Cardiff, effectivement, c'est un assureur et nous accompagnons tous nos clients dans leurs projets en essayant de leur éviter tous les aléas de la vie. On est présent dans plus de 30 pays, 33 pays, et on a un mode de distribution particulier puisque nous sommes une entreprise, un modèle B2B2C, hein, donc on travaille avec des grands distributeurs, des banques, des retailers, des constructeurs automobiles, des pure players digitaux, des banques classiques, des néobanques. Et on a plus de 500 partenaires dans le monde. On est 8000 et on a généré 32 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. D'accord. Et donc, dans le cadre de votre métier, bon, il y a des sinistres, c'est pour ça que les gens s'assurent, et vous intervenez sur les sinistres pour vos assurés. Et c'est là où vous avez injecté de l'intelligence artificielle sous différentes formes. Peut-être que vous pouvez nous décrire finalement en quoi ça consiste. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre le business model d'une société comme Cardiff. On a plus de 150 millions de clients. On interagit avec nos clients. Alors quand je dis interagir, nos clients nous posent des questions, souscrivent, ont des sinistres, changent d'adresse. Enfin, donc on a estimé qu'on a plus d'1 milliard d'interactions clients chaque année. Vous voyez qu'on est devant des masses qui sont extrêmement compliquées à gérer et notre enjeu, nous, c'est la qualité de service, c'est la qualité de service qu'on peut apporter à nos clients. Et évidemment, on cherche à simplifier, évidemment, on cherche à digitaliser, mais si on veut avoir une qualité de service excellente devant une telle masse d'interactions clients, il n'y a pas d'alternative, il faut injecter de l'IA. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'il va y avoir de l'IA partout. Alors, pas une IA, je dirais, il ne faut pas avoir peur de cette IA-là, parce que c'est une IA qui va fluidifier la relation avec nos clients, c'est une IA qui va accélérer les choses, c'est une IA qui va rendre l'assurance plus accessible, parce que l'ensemble des processus, l'ensemble des interactions que nous aurons avec nos clients seront plus rapides, plus simples, plus fluides. D'accord. Et finalement, il y a plusieurs modèles. Dans une gestion de sinistre, c'est plusieurs processus.
Comment intervient l'IA? Voilà, on peut prendre effectivement l'exemple de la gestion des sinistres. Alors la gestion des sinistres, d'abord, évidemment, on cherche à simplifier les choses. On cherche pas à injecter de l'IA dans des process complexes. Il y a vraiment un gros travail de simplification en amont, simplification de nos produits et simplification de nos process. Mais à la fin, on a tout de même un process standard de gestion de sinistres. Et ce process standard, on va regarder comment est-ce qu'on peut l'accélérer, le court-circuiter en prenant, nous, assureurs, du risque. En fait, on va transformer du risque assurance en valeur client, en expérience client. Par exemple, un sinistre est déclaré, on va regarder si, pour une partie de ces clients-là, on ne peut pas l'accepter immédiatement. Donc, on va prendre du risque parce qu'on va avoir moins d'informations que si on appliquait le processus classique de gestion de sinistre. Et donc, on va créer de l'expérience client en disant à nos clients, bah, vous avez déclaré votre sinistre, tac, le paiement est parti. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Ensuite, on va essayer de voir si on ne peut pas alléger le process standard en demandant moins de documents, moins d'informations. Et pareil, on va essayer d'apporter à nos clients plus de valeur. Et puis ensuite, alors Yvan parlait des documents. L'assurance, ça reste aussi une industrie malheureusement encore lourde avec beaucoup de gestion documentaire. Nous, on traite plus de 100 millions de documents par an avec nos clients, souscription, gestion de sinistre. Pareil, on va, dans un cadre de digitalisation, on va faire du traitement automatisé de documents et on va demander à nos collaborateurs, au lieu de vérifier une date ou vérifier un nom dans un document, on va confier ça à une machine et ça va donc permettre à Cardif de proposer du temps de meilleure qualité à nos clients ainsi qu'à nos collaborateurs. Donc automatiser les tâches qui peuvent l'être pour conserver une relation de client de qualité quand c'est nécessaire ou quand simplement nos clients nous le demandent. Donc c'est pas une IA qui va à l'encontre des clients, c'est vraiment une IA qui est pour la fluidification de nos process et pour ramener l'humain là où l'humain est nécessaire et important. D'accord. Et vous avez un deuxième cas d'usage, alors vous êtes une entreprise internationale qui est développée pour le coup en Amérique du Sud, c'est le contrôle qualité des ventes. Ouais. Vous pouvez nous expliquer finalement ce qu'est ce processus et comment l'intelligence artificielle intervient dans la gestion de ce processus? Très bien. Alors il faut revenir à notre business model B2B2C. Hein, donc c'est pas nous assureurs qui vendons les produits, ce sont nos distributeurs, donc des banques, des retailers comme je disais. Et ces gens-là sont pas forcément c'est pas leur core business, hein. Ils sont banquiers avant tout. Évidemment, on les accompagne, on les forme, mais il y a un enjeu de qualité de vente. Et donc, il y a chaque année des millions de conversations clients entre des conseillers bancaires et des clients. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on s'assure que cette vente est de qualité, qu'elle respecte la réglementation, qu'on a le bon consentement du client. Il n'y a pas d'alternative. Pour écouter ou pour vérifier que des millions de conversations, et ça correspond à des millions d'heures d'échanges. Voilà, donc on développe des algorithmes qui transforment l'audio en texte et qui ensuite analysent le texte pour s'assurer que la conversation est bien à nos critères de qualité, que les consentements des clients sont bien exprimés, et ça nous permet soit de réagir si jamais il y a un souci, quasiment en temps réel. Alors on n'écoute pas en temps réel, mais en tout cas avec un temps de réaction très rapide, et puis de corriger les choses, et puis de s'assurer au fur et à mesure de la satisfaction de nos clients. Olivier ? J'ai une question cette fois d'ordre organisationnel et merci pour le partage sur ces deux projets. Comment est-ce qu'on fait naître un projet d'IA? Comment est-ce qu'on le partage? Comment est-ce qu'on arrive à finalement recueillir le support du management, des équipes techniques et ainsi de suite? Parce que je suis certain que c'est des projets qui sont transverses. Alors absolument. Alors chez BNP Paribas Cardif, donc on a une filière analytics, on est plus d'une centaine dans le monde, donc on a déjà une communauté qui est très vivante et qui partage ses expériences, ses échecs, ses réussites. On a créé aussi un poste particulier qu'on a appelé Analytics Manager. Alors Analytics, ça veut dire IA chez nous. Analytics Manager, ce sont des seniors
des gens qui maîtrisent parfaitement bien ce que c'est que l'assurance, mais qui maîtrisent aussi parfaitement bien ce que c'est que la data science, qu'est l'IA. Et ce sont des gens qui vont faire le pont entre les besoins de l'entreprise et le potentiel de l'IA. Et puis enfin, il n'y a pas de transformation IA sans un sponsorship de nos CEO extrêmement important. On reste sur des... alors nous, on n'est pas... on est data native parce qu'on est un assureur et qu'on a l'habitude de travailler la donnée, mais on n'est pas IA native. Donc ça reste une transformation qui est pas totalement évidente. Et donc le sponsorship de notre top management, le sponsorship de nos CEO est absolument clé. Et c'est finalement parmi nos plus grands ambassadeurs. Et c'est eux qui garantissent qu'à la fin, on va justement éviter le syndrome du POC et aller vers une IA industrielle. Merci. Alors avant de passer à une deuxième séquence, je voudrais vous faire un peu réagir finalement aux cas d'usage qui ont été présentés. Et Yvan, que vous inspirent les cas d'usage de Philippe ou de Michael? Alors, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été présenté pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, en termes de gouvernance de projet, on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA est au milieu entre la partie technologique et la partie métier, et qu'il faut réussir à faire le lien entre les deux avec des spécialistes, qui sont d'ailleurs assez rares, on pourra revenir dessus, qui sont les data scientists et toutes ces personnes qui apportent des composants, des capacités et les mettent en application dans des processus ou des activités dans lesquelles je me retrouve tout à fait. Sur les exemples qui ont été donnés par Philippe, en fait, moi je retiens plusieurs choses. D'une part, la nécessité de disposer d'une base de données de qualité, et c'est essentiel pour pouvoir aider l'investisseur. Le deuxième point, c'est que de plus en plus, on va essayer de travailler vers des métiers augmentés. On évoquait l'investisseur augmenté. Nous, on travaille beaucoup sur le gérant augmenté aussi, sur le futur du projet au quotidien. Et en fait, sur des outils, par exemple, comme la génération en langage naturel, on voit qu'on est capable aujourd'hui de remplacer une partie du métier pour faire en sorte que ces spécialistes, ces experts, concentrent leur valeur ajoutée et leur temps sur vraiment la partie qui est la plus essentielle de leur activité. Et donc, toute la partie automatisable, rébarbative un petit peu au quotidien, on peut la transformer en la remplaçant par des outils d'IA. Donc, encore une fois, beaucoup de synergie possible entre nos activités et nos différents cas de figure. Philippe, pareil, vous trouvez de l'inspiration, alors peut-être pas seulement chez les personnes qui sont avec nous en plateau, mais dans d'autres entreprises, notamment dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, en termes d'IA, il y a de l'inspiration à trouver? Oui, absolument, mais déjà même juste ici, ce que disaient Yvan et Michael, moi je vois trois choses. Je vois d'abord que, effectivement, la partie clé quand on déploie un projet d'IA, c'est que ce soit fait pour une fonction métier, avec des KPI, des règles claires sur qu'est-ce qu'on va gagner. Et chez nous, chez Jolt, si moi j'étais pas assis avec les investisseurs et si je faisais pas des investissements avec eux, en fait, on saurait pas développer ce logiciel, il serait complètement hors sol. Et c'est ce que vous disiez, et c'est ce que vous disiez également. La deuxième chose, c'est on voit aussi qu'on mange d'une certaine manière le gâteau par les deux bouts, particulièrement avec tout ce qui est machine vision, traitement du langage. On automatise des tâches rébarbatives, répétitives, de lecture de documents, d'extraction de données. Et nous aussi, quand on crunch le web, finalement, c'est ce qu'on fait. On fait juste ce que feraient des analystes, mais beaucoup plus vite, peut-être un peu moins bien, mais tellement plus vite et sur tellement plus de données qu'on s'y retrouve. Et puis de l'autre côté, on cherche non pas à automatiser, mais à aider à rendre plus efficace l'humain dans son travail d'expert. On est une espèce de super outil. Nous, on aime dire qu'on donne des super powers à nos investisseurs pour qu'ils soient le plus efficaces possible. D'accord. Michael, vous faites partie du groupe BNP. J'imagine qu'il y a des convergences au niveau du groupe sur des cas d'usage, finalement. Ce qui est développé au sein d'une entité peut profiter aux autres et inversement. C'est une réalité, ça, dans un groupe? Oui, alors ça, je pense qu'il faut... ça dépend un peu des cas d'usage, parce qu'il faut vraiment, et je reviens sur ce que disaient Yvan et Philippe, la dimension métier est fondamentale. Donc, on peut avoir souvent la fausse image d'une IA universelle ou d'une IA qui peut venir, je dirais, de loin sans être ancrée dans le métier. Ça marche pas. Ça marche pas. Et je pense que d'ailleurs, enfin, ce qu'exprimaient mes collègues de matinée sur le sujet, sur l'importance de savoir pourquoi on fait l'IA.
hein, sur quoi on investit. Et c'est le challenge de toutes nos entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a cette valeur qui existe, qui est externe, et on a la chance, grâce aux mécaniques open source, enfin tout ça est quand même disponible pour tout le monde. Donc il faut avoir les experts en interne qui sont capables d'internaliser cette valeur-là. Et il faut l'associer à cette expertise métier, à nos données qui sont une richesse voilà, extraordinaire, et que c'est important qu'on protège cette richesse-là, qu'on protège ces données-là. Ce sont les données de nos clients. Il faut les protéger à ce titre-là, mais c'est aussi une valeur de l'entreprise. Il faut créer de la valeur pour nos clients, et ça c'est important. Et donc créer de l'IA vraiment centré sur les besoins de notre métier, c'est ça notre challenge, et je pense que c'est ça que vous incarnez également. D'accord, merci. Alors, je déborde un petit peu sur la partie débat, mais on a un peu de temps, donc je profite. Même si l'intelligence artificielle, le deep learning, enfin, ces applications, on en parle depuis quand même quelques années, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant dans les entreprises. Il y a toujours un travail d'évangélisation finalement à mener en interne au sein des équipes, au sein des directions. Yvan, comment ça se passe Alors, chez vous? C'est relativement simple au sein du groupe. Pourquoi? Parce qu'on a en fait plusieurs personnes dont c'est le métier d'évangéliser, d'acculturer l'ensemble des acteurs, que ce soit notamment un manager ou que ce soit un opérateur, pour montrer les atouts de ces technologies qui sont assez innovantes et qui surtout, on l'évoquait tout à l'heure avec VMware, évoluent en permanence, donc s'améliorent et permettent des fonctions de plus en plus élaborées. Le travail d'évangélisation, c'est aussi le partage d'expérience. Et même si nos métiers sont différents, par exemple dans un groupe comme Société Générale ou BNP, on a des métiers de banque de détail, de banque d'investissement qui sont assez différents, d'assurance, de services financiers. En fait, il y a quand même des points communs qui sont la manière d'aborder des projets d'IA. Et là-dessus, on travaille beaucoup en synergie entre les lignes métiers pour faire en sorte à la fois que les use cases soient expliqués ou explicités à d'autres lignes métiers, et surtout qu'on puisse capitaliser sur des composants communs. J'évoquais avec vous tout à l'heure le bot. La mécanique du bot, elle est la même, quel que soit le métier. Ensuite, ça va être le paramétrage ou la réalisation du bot spécifique pour un cas d'usage qui va être spécifique. Si je fais par exemple un bot pour un produit, on a eu plusieurs cas de figure pour expliquer le produit, on peut aller jusqu'à 1000 questions différentes. Donc là, les 1000 questions, ça va être le métier. Par contre, la manière de structurer le bot lui-même et la manière de dialoguer avec le client va être essentielle, justement pour arriver à des critères de qualité de performance qui sont essentiels pour nous. Ce qui compte avant tout, c'est l'expérience client, et une expérience client réussie, et ça va passer par justement cette maîtrise de l'ensemble des outils qu'on a à disposition, et c'est là où l'évangélisation va être très importante. D'accord, merci. Philippe, quand vous avez proposé Ninja à Jolt Capital, c'est à bousculer la culture interne, ou ça a été plutôt finalement bien vécu? Alors, dans le cas de Jolt Capital, c'était la vision. En fait, on avait une thèse qui est le marché européen est très profond et on voulait le prouver. Et le seul moyen de le prouver, c'était finalement de recenser les entreprises. Et le seul moyen de le faire, c'était cette approche IA. Après, le métier du private equity est un métier quand même très traditionnel. Et le fait qu'on soit un relativement petit fonds, un fonds deep tech comme nous, c'est une trentaine de personnes, nous a permis d'avoir une adhésion très forte. Et sur l'évangélisation, je dirais qu'on est à un moment un peu unique en intelligence artificielle parce que tout le monde en parle. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'on a plus besoin de freiner les appétits pour faire des projets qui ont des chances d'aboutir et de ramener ce rêve qu'on voit au cinéma, ce rêve dont tout le monde parle, à des vrais projets concrets qui ont des chances d'aboutir. Et d'où l'approche en général par petits pas qu'on recommande. D'accord. Vous voulez réagir, Yvan? Oui, juste un point, parce que c'est important. Le métier du private equity est un métier dans lequel il y a peu de standards. Et ça, c'est un point important par rapport, par exemple, au marché des actions ou des obligations qui sont très normées, avec beaucoup d'informations très normées. On est sur un type d'information qui est très peu structuré et qui nécessite beaucoup de connaissances pour comprendre le message ou l'information et être capable de l'analyser. Donc ce que fait Jolt est tout à fait exemplaire, parce qu'effectivement, essayer de traiter et d'apporter de la valeur à partir de données qui sont peu structurées, c'est vraiment un métier de demain. Et c'est là-dessus où effectivement l'intelligence artificielle apporte énormément à toutes nos entreprises. Michael, Philippe disait, bon, il faut parfois freiner sur l'IA et le rêve que ça peut inspirer à certains. Comment ça se passe chez Cardif? C'est plutôt, il faut quand même évangéliser, ou il y a des fantasmes qu'il faut ramener à une réalité finalement?
Alors, plutôt que freiner, moi je dirais qu'il faut orienter les investissements et les ambitions aux bons endroits. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent parce que justement ils savent pas où ils vont. Alors chez nous, chez BNP Paribas Cardif, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai pris en charge ce sujet-là parce qu'on avait un très fort sponsorship de notre direction générale et on a par exemple décidé d'investir dans une plateforme dédiée à la data science pour uniformiser, gérer de façon globale et mondiale l'ensemble de développement de modèles. Vous vous souvenez, nous, notre enjeu, c'est une IA industrielle, une IA partout, plutôt d'une petite IA légère qui va s'intégrer dans tous les process. Et donc, cet investissement qui nécessite quand même une prise de décision, et donc on n'est pas dans le projet pharaonique, mais on est dans des projets structurants qui permettent aujourd'hui à notre compagnie d'avoir cette plateforme data science unique pour plus de 30 pays, qui est à la fois l'endroit où on développe, et on peut développer avec les normes qu'on a imposées, avec des gouvernances de développement qui intègrent des dimensions éthiques importantes, parce que c'est très important de maîtriser le développement de l'ensemble de ces algorithmes qui vont être en confrontation directe avec nos clients. Et c'est aussi notre plateforme de production. Donc on a une plateforme de production unique avec un système où les modèles développés peuvent passer en production sous gouvernance IT. Donc tout ça est bien maîtrisé avec toutes les règles d'IT de la BNP Paribas. Et donc voilà, c'est quand même des investissements qui sont. On est loin du POC là. On est sur des ambitions et des visions d'IA industrielle, et il faut une conviction très forte de nos CEO pour pouvoir faire ce genre d'investissement. D'accord, merci. Alors, oui, Philippe, très rapidement. Il y a quelque chose qui me fascine et que je crois qui nous réunit tous les trois, c'est en fait, l'IA, c'est avant tout la donnée. Et c'est-à-dire que la première chose que je pense qu'on a tous fait, c'est conserver toute la donnée possible, en respectant évidemment toutes les règles de l'éthique, pour pouvoir la réutiliser, même si on ne sait pas pourquoi. Nous, si tous les investisseurs n'utilisaient pas Ninja tous les jours, on ne pourrait pas capturer assez d'informations pour rendre le système intelligent. Donc, conserver la donnée, c'est vraiment la première étape. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, ça termine cette première séquence du partage des retours d'expérience. Ça va être maintenant une séquence un peu ma sorcière bien-aimée. Nous allons céder la place sur le plateau à Fabrice Mazard, qui va, lui, entrer un peu dans des aspects d'infrastructure, d'infrastructure notamment au service des développeurs pour finalement les libérer des tâches liées aux ops et qu'ils puissent se concentrer sur le développement applicatif. Voilà, nous cédons la place et Fabrice, c'est à toi. Merci. Merci. Merci Christophe et bonjour à tous. On l'a vu à travers les différents témoignages, les applications d'intelligence artificielle sont aujourd'hui très matures et finalement au cœur de la transformation digitale des entreprises. VMware a pour objectif de réduire le temps entre l'idée et la mise en production. Et pour cela, nous travaillons notamment sur 2 points. Le premier étant finalement augmenter la productivité des développeurs en leur fournissant une plateforme DevOps préintégrée qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire étudier les processus métiers, créer et développer les modèles d'intelligence artificielle. Le deuxième point est aussi extrêmement important puisqu'il s'agit de simplifier le déploiement de ces applications au sein du système d'information, quel que soit le cloud, c'est-à-dire le cloud public, le cloud privé ou à l'edge au plus près de l'utilisateur. Si je reviens sur mon premier point, la complexité finalement du marché de l'intelligence artificielle est importante parce que tout bouge très vite. Les composants applicatifs sont extrêmement émergents et le développeur est finalement contrebalancé entre pas mal de technologies. À titre d'exemple, pour reconnaître un objet dans une image, nos clients utilisent plus d'une dizaine de technologies telles que TensorFlow, OpenCV ou PyTorch. Aussi, VMware a conçu une plateforme de développement qui permet d'intégrer ces composants, de les gérer et surtout finalement de maintenir le cycle de vie parce qu'ils évoluent extrêmement vite. Les développeurs peuvent ainsi consommer le composant qu'ils souhaitent,
Ils peuvent le consommer à travers un catalogue de services qui est totalement intégré au système d'information de l'entreprise. Ça leur libère du temps pour développer finalement l'application d'intelligence artificielle de demain. À travers aussi cette plateforme VMware Tanzu, le système offre une visibilité globale sur le portefeuille applicatif de l'entreprise. On peut identifier quelle que soit la typologie de l'application, de l'ancien du traditionnel, à savoir de la machine virtuelle, ou finalement du conteneur ou de la function as a service, on peut identifier chacun des composants et chacun des liens. À titre d'exemple, pour une application donnée, un développeur va pouvoir identifier son composant, son développement applicatif et analyser les performances de celui-ci. Ça lui permet d'améliorer son code et finalement de regarder aussi les liens que son composant a avec d'autres applications. Pour les opérationnels, il s'agit surtout d'identifier des comportements, disons, anormaux et pouvoir corriger proactivement afin d'éviter un incident. Une fois développées, ces applications, finalement, doivent être déployées. Et c'est là aussi un gros point, c'est-à-dire comment déployer, comment héberger son application. Eh bien, VMware fournit une plateforme unique qui finalement simplifie, puisqu'il y a une seule façon de déployer tout type d'application, de la même façon traditionnelle VM ou conteneur Kubernetes, sur tout type de cloud, à savoir des clouds privés, des clouds publics tels que Amazon, Google, Microsoft, OVH, d'une seule et même façon. C'est extrêmement important puisque cela permet aux entreprises et à nos clients finalement de déployer là où ça fait du sens, en fonction de la réglementation, un point que nous n'avons pas encore abordé dans ce débat. Le deuxième, sur la partie coût, quel est le meilleur coût pour mon application, et le troisième, sur la partie performance. Mon application doit être efficace. À titre d'exemple, une application de vidéosurveillance d'agence bancaire peut être développée au sein d'un cloud public et déployée à l'edge dans une agence bancaire d'une seule et même façon et de façon extrêmement dynamique. Une application de gestion de fraude peut être, en fonction du pays, déployée dans du cloud public ou dans du cloud privé. La réglementation primera sur son déploiement. Ainsi, VMware Tanzu vous permet d'avoir une plateforme unique qui simplifie la vie du développeur, lui libère de temps pour se consacrer à l'étude des processus métiers, mais aussi au développement des modèles d'intelligence artificielle, et surtout assure un déploiement sans couture, quel que soit le type de cloud sur lequel vous le souhaitez l'héberger, cette application. Cloud privé, cloud public ou à l'edge. Je crois que c'est extrêmement important pour toutes les entreprises d'avoir cet dynamisme, notamment parce que cette mobilité permet à la fois d'assurer la réversibilité et la souveraineté de l'application et des données qui sont conservées par l'entreprise. Je crois qu'on a beaucoup de choses à raconter en deuxième partie de débat et j'allais dire place au débat. Merci d'être resté avec nous pour effectivement cette deuxième partie. Nous sommes de retour sur le plateau. Pour peut-être un peu ouvrir le capot, Fabrice Mazars a finalement commencé un peu à parler de mécanique, entre guillemets, puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle, il n'y a pas de gestion, de création spontanée d'algorithmes. Il y a des prérequis, il y a des infrastructures sous-jacentes. Philippe, peut-être pour Scholt Capital, nous parler des composants, des grands composants, des briques d'infrastructures, des briques logicielles qui permettent à Ninja de fonctionner. Tout à fait. Alors, on a une période incroyable où finalement toutes ces briques existent presque sur étagère. Le talent, c'est de savoir les combiner ensemble et, encore une fois, de récupérer la donnée et de maîtriser le processus d'amélioration continue qui permet au système d'apprendre et d'être de plus en plus efficace et de plus en plus pertinent. En termes de briques, je pense qu'on est assez classique. On utilise des technologies dites serverless, c'est-à-dire des toutes petites fonctions qui s'exécutent à la demande, intégralement virtualisées, intégralement sous forme hébergées, dans notre cas, dans un cloud public. Grosse contrainte dans notre métier, c'est l'aspect réglementaire. Il y a des règles très précises entre les fonds sur quelle information peut être partagée ou ne pas être partagée, en particulier quand on ouvre à d'autres partenaires. Donc on distingue bien la donnée quasi publique, qu'on souhaite même d'ailleurs ouvrir à nos
à nos collègues investisseurs partout en Europe, parce qu'on pense qu'une communauté deep tech doit émerger en Europe si on veut tenir notre rôle au niveau mondial. Et puis des aspects très sécuritaires. En termes de technologie, on utilise beaucoup de PyTorch, beaucoup de modèles en traitement du langage naturel, puisque, comme Yvan le disait, la donnée est très molle, donc elle demande à être structurée. Et quelque chose qui était très innovant il y a 5 ans, qui l'est moins aujourd'hui, des bases de données en graphes qui nous permettent de représenter le plus facilement possible la complexité du monde réel. Merci Philippe. Yvan, on en discutait en préparation. Pour vous, il y a évidemment des prérequis, des indispensables. Je pense notamment à aux architectures ouvertes, au in-memory. Voilà. Présenter un peu ce qui fait que à Société Générale, on peut industrialiser de l'IA. Alors, en fait, pour bien comprendre notre organisation interne d'un point de vue technique, on a vraiment des couches communes dans le groupe qui sont basées sur un certain nombre de principes de base. Le principe de base, c'est par exemple l'utilisation du cloud. On avait une stratégie d'aller vers le cloud public à 80%. C'est réalisé maintenant depuis longtemps. Hein, cette capacité à nous appuyer sur ces technologies qui ont été présentées auparavant par VMware. Le deuxième point, c'est de travailler sur des plateformes clients qui peuvent être mutualisées, harmonisées. À titre d'exemple, dans la banque d'investissement, on a une seule et même plateforme qui s'appelle SG Market et qui est ouverte à la fois pour le client, mais également pour nos collaborateurs internes. C'est la même plateforme, avec des droits, bien sûr, qui sont différents en fonction des métiers, des applications et des accès à la donnée. Et au milieu, on a une couche applicative qui, en fait, va utiliser des composants qui sont open source first. Donc ça fait aussi partie d'une des stratégies métiers et qui va s'appuyer à la fois sur des compétences qui ont été développées au sein du groupe, mais également des compétences de fintech qu'on va intégrer, qui vont nous permettre d'être un accélérateur dans notre transformation. Et ça, c'est très important. Je vais citer l'exemple de la reconnaissance de caractère ou bien de la génération langage naturel. La reconnaissance de caractère, ça a été développé par une JV commune entre des équipes Société Générale et des équipes indiennes et qui aujourd'hui nous servent nous ont permis de disposer d'un composant qui est utilisé sur l'ensemble de nos plateformes. Premier exemple. Deuxième exemple, on a par exemple sur la génération automatique du langage, Natural Language Processing, utilisé au départ une solution d'une fintech qui progressivement est devenue un composant open source sur lequel on a acquis à la fois de l'expérience pour savoir la paramétrer et aujourd'hui générer par exemple automatiquement des commentaires en langage naturel dans plus de 5 langues différentes. Et ça, c'est intégré, par exemple, sur un commentaire de fond où on va avoir automatiquement le commentaire généré en langage naturel à partir de l'ensemble des données techniques et financières qui vont être accumulées pendant le mois sur lequel le gérant va devoir rédiger son commentaire. Et ça, effectivement, ça fait partie de notre dynamique. D'accord, merci. Alors, avant de passer la parole à Michael, je rappelle à notre audience qu'elle peut poser des questions qu'on abordera, que nous traiterons à la fin de l'émission avec nos invités. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et nous les traiterons enfin. Michael, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que peuvent dire Yvan et Philippe, sachant que vous avez en plus une spécificité, vous l'avez évoqué en première partie, c'est la plateforme de data science qui est une brique importante pour vous. Oui, alors nous, on est organisé de la façon suivante chez BNP Paribas Cardif. On a une filière data. Donc moi, je ne suis pas la filière data, je suis la filière analytics. Donc la filière data qui va s'occuper du parcours de la donnée. Hein. L'enjeu, c'est de faire vivre la donnée pour qu'elle crée de la valeur pour les clients et puis pour nos partenaires et puis évidemment pour nous-mêmes. Donc la filière analytics que je représente qui va produire, construire les algorithmes, mais aussi c'est chez moi qu'on pense les nouveaux process. C'est vraiment et c'est là où il faut faire, il faut aller plus loin que simplement le modèle. Il faut que l'IA, il faut penser l'entreprise, il faut penser les process de façon à ce qu'ils aient du sens pour le client et ils puissent effectivement bénéficier des nouvelles technologies. Et puis on a l'IT, évidemment, extrêmement importante, puisque on parle d'abord d'un enjeu industriel, on parle d'abord d'IT. Quand on parle d'IA, on parle d'IT en fait. Hein. On parle d'organisation de données, on parle de puissance de calcul, on parle de sécurité, on parle de mise en production. Voilà, donc c'est d'abord un enjeu IT et c'est toute la force pour nous de cette plateforme Data Science sur laquelle on a investi, parce qu'elle nous permet de garantir une gouvernance de
construction, qui protège les données, qui garantit que les algorithmes ont du sens pour nos clients, et puis qui permettent de faire tourner les modèles avec un contrôle IT cette fois, et une garantie de puissance de calcul, une garantie de continuité de service qui sont évidemment fondamentales dans tous nos métiers. Oui, et il y a un enjeu qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'on appelait souvent avant les data labs par rapport à des data factories, c'est-à-dire que l'environnement de développement des data scientists, il faut qu'il soit au plus près de la production, de l'environnement de production. Absolument, et c'est ce que garantit cette plateforme Data Science, et donc on n'a plus l'effort entre le POC qui est fait dans un laboratoire et qu'il faut intégrer dans un process, dans un legacy IT. On a un objet qui construit et qui permet de mettre en production, le tout sous gouvernance IT, et donc les algorithmes sont naturellement intégrés dans nos process IT. Merci. Olivier, Fabrice en parlait dans sa présentation. Ce n'est pas une spécificité de la banque. On sait que l'hybridation des systèmes d'information, c'est quelque chose qui se développe. L'enjeu avec l'intelligence artificielle, c'est éventuellement de pouvoir déplacer, selon la sensibilité des données, de modèles, une intelligence artificielle entre du cloud privé et du cloud public. Est-ce que cette hybridation, c'est une source de complexité pour tous ces projets d'IA? Je crois qu'il faut reconnaître qu'on est obligé de faire avec. Philippe le disait à juste titre tout à l'heure, il est critique de conserver la donnée, ce qui donc implique une continuité dans le temps. Or, on sait que les applications qui génèrent les données ont été développées au cours du temps avec des technologies très différentes. Celles qui ont été développées sur du mainframe il y a plusieurs dizaines d'années n'ont pas la même structure que celles qui sont développées ces jours-ci et qui sont considérées comme étant cloud native. Donc dans ce contexte, et c'est toute la valeur ajoutée de VMware telle que le décrivait Fabrice, il s'agit d'aider nos clients à pouvoir maximiser l'efficacité des données qui vont être réparties dans plusieurs clouds. On est déjà dans l'ère du multi-cloud. Il faut trouver un moyen de casser les silos tout en respectant les contraintes liées à la fois à la souveraineté, à la réglementation, laquelle est en mouvement permanent. Donc la problématique, en fait, finalement, elle s'explique en plusieurs dimensions, lesquelles bougent avec le temps. Et donc, oui, c'est la valeur ajoutée essentielle de VMware et ce sur quoi on accompagne beaucoup nos clients, c'est les aider à pouvoir maximiser les données qui sont réparties dans un nombre de clouds de plus en plus important et qui sont données qui sont générées à partir d'applications dont l'âge peut varier énormément. D'accord, merci. Merci. Alors, je voudrais passer à un second point qui peut-être moins technique, mais qui en même temps essentiel. Vous l'avez tous souligné, que ce soit dans cette partie débat ou dans la première partie, c'est la proximité entre les métiers, la data et l'IT. C'est Michael qui en a particulièrement parlé. Yvan, comment vous l'avez géré ça, cette proximité? Comment on l'entretient? Comment on la construit? Qu'est-ce qu'on met en place comme organisation? Bon, il y a une initiative très importante au sein du groupe qui a été porté par le DSI Christophe Leblanc et aujourd'hui Carlos Goncalves, qui est le passage à l'échelle. L'agilité à l'échelle est pour nous essentielle parce qu'elle a permis de rapprocher les équipes IT, les équipes métiers et les équipes d'experts. Et les experts, vous avez cité la régulation, mais il y a la sécurité, il y a la gestion de la donnée qu'on évoquait jusqu'à présent. Et il est important que chaque projet puisse disposer de ses compétences d'une manière très agile, à la fois pour gérer nos initiatives, nos projets, nos portefeuilles, mais aussi nous adapter aux besoins des clients. Les clients ont des besoins qui changent tous les jours, quasiment, mais il faut, pour nous, avoir une réponse rapide et adaptée à chaque fois. Et donc, ça va être l'essentiel, à la fois de composer ces projets d'une manière très agile et surtout de gérer notre portefeuille dans le temps en intégrant des composants nouveaux, technologiques, des briques d'IA, des briques, par exemple, voice to text, etc., qui sont autant de composants qu'on va assembler, mais avoir bien sûr au sein de l'équipe projet toutes les compétences pour les utiliser au mieux, que ce soit vu du métier ou vu de la technique, parce qu'effectivement on a des enjeux de performance, d'efficacité et bien sûr d'économie d'échelle à l'échelle du groupe. Philippe, bon, vous êtes dans une entreprise qui est plus à taille humaine que BNP ou Société Générale, mais pour autant, il y a toujours l'enjeu de la proximité avec le métier, de comprendre son besoin et de le mettre en œuvre. Comment vous faites? C'est vous l'interface? Comment ça se met en place? Effectivement, c'est vraiment une très bonne question parce que le private equity est un métier très traditionnel et un peu comme dit Michael. De même, quand on regarde dans l'abîme vous regarde, mettre de l'intelligence artificielle, ça change le process.
C'est-à-dire que déployer ce genre de solution change la manière dont on travaille. Et donc nous, la façon dont on le fait chez Jolt, c'est oui, effectivement, moi je suis à la fois à la table des investisseurs et dans la partie développement. Et je pense qu'on est peut-être le seul fonds européen à avoir un service de développement interne, comme une start-up, qui est noyé au milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que les développeurs, qui sont vraiment des geeks, des data scientists, vivent au milieu des investisseurs, interagissent avec eux en permanence et voient si les fonctions servent ou pas. Croyez-moi, il y a beaucoup de fonctions dont on était persuadé qu'elles allaient être très utiles et qu'on a arrêté très très vite en fait. D'accord. Michael, alors je sais que c'est une chose sur laquelle vous insistiez beaucoup, c'est le binôme avec l'IT. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça nous paraît plus une évidence, mais il y a quelques années c'était dans beaucoup d'entreprises ce qui était un peu le point bloquant, c'était justement cette distance entre la data qui développait un peu de son côté et l'IT qui n'avait pas cette sensibilité à la mise en production de moteurs, de modèles et d'algorithmes. Comment vous avez réduit le fossé entre data, la partie Data Factory et l'IT? Ouais. Alors je dirais qu'on n'a pas réduit le fossé, on a sauté dans le trou ensemble. Non, mais je crois que c'était important c'était une de nos convictions très fortes dès le départ. Il fallait qu'on fasse ça ensemble. Alors évidemment, on a regardé un peu ce qui se passait ou ce qui s'était passé ailleurs et le phénomène que vous évoquez de distance entre des équipes un peu geeks de data scientists qui fabriquent des modèles mais désincarnés ou avec l'incapacité à s'intégrer dans l'entreprise parce que simplement quand on pense un algorithme, la façon de l'utiliser de façon opérationnelle change la façon de le construire. Et donc c'est ça en tout cas qui était une de nos convictions très très fortes au départ, c'est qu'il fallait faire ça ensemble avec l'IT et pas avec une IT qu'on a sortie de l'IT pour travailler avec nous, mais avec le legacy et l'enjeu c'était vraiment de transformer le legacy. Et vous pouvez pas, dans des sociétés aussi importantes que les nôtres, faire ça de l'extérieur. Vous devez faire ça de l'intérieur, vous devez faire ça avec les gens. Et c'était une conviction de départ et c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais. D'accord. Peut-être que quelqu'un, Yvan ou Philippe, voulait, par vos expériences passées ou vos expériences présentes, est-ce qu'il y a finalement une prise de conscience au sein des directions IT, des DSI, des enjeux autour de la data et de l'IA et qu'il s'approprie un peu plus qu'il le faisait il y a quelques années? Alors, moi, je vais carrément remonter au plus haut de la pyramide. C'est le directeur général et qui a donné à la fois une impulsion et une envie de faire collaborer l'ensemble des directions sur ces enjeux de transformation de nos métiers. Et ça, c'est essentiel. C'est à la fois une impulsion forte du management et ensuite une traduction dans nos sphères respectives. On parlait de métiers différents, on parle d'équipes qui peuvent être différentes, mais il y a vraiment une volonté de transformation. L'innovation est par exemple rattachée directement à ce directeur général, ce qui veut dire qu'effectivement, tous les nouveaux sujets, qu'on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, de cloud, etc., sont mis bien sûr sur la table très rapidement et des enjeux de transformation qui vont être demandés à chacune des directions métiers en disant comment vous y allez. Dans notre sphère du métier titre, par exemple, on a créé 2 équipes différentes côté data, une plutôt basée sur la partie data en termes de contenu et une data en termes de contenant. Et les 2 collaborent bien entendu ensemble, au service des métiers, bien entendu. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur l'utilisation et la valorisation de la donnée. Ce qui est évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Philippe. À la fois pour capitaliser sur l'ensemble des données qu'on peut produire, les données externes qu'on achète. On est un des principaux fournisseurs de données de marché pour l'ensemble du groupe et donc on a un travail de qualification et d'acquisition de données. Et surtout dans l'utilisation, on va parler de consommation de la donnée. Et dans l'IA, c'est essentiel. C'est de dire à la fois fluidifier ce flux et en même temps le mettre en qualité pour être sûr de détecter des signaux faibles qui aujourd'hui sont effectivement plus difficiles à identifier dans des informatiques classiques. Et là, l'IA nous apporte beaucoup de valeur ajoutée pour cette identification et cette mise en cohérence de l'ensemble de notre patrimoine de données. Philippe, finalement, dans votre rôle, vous êtes un peu à la frontière de 2 mondes entre les investisseurs et les développeurs. Il faut acculturer des 2 côtés aux enjeux métiers et puis aux enjeux, ce que permet la technique. Absolument, oui, c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là. En l'occurrence, c'est un poste d'observation incroyable. Mais si on remonte d'un cran, j'ai l'impression qu'il se passe, on a tous, je pense, l'âge d'avoir vécu ça avant. En fait, on l'a déjà vécu avec l'essor de la bureautique et les gens métiers qui fabriquaient leurs propres petites macros en VBA ou ce genre de choses. Et puis à un moment, il y en avait trop, plus personne ne savait les faire tourner. Et on a ramené ça vers l'IT. Puis ensuite, il y a eu la business intelligence où chacun faisait son tableau et puis Business Object est arrivé.
Et il se passe la même chose. On voit maintenant des grands acteurs émerger qui sont capables de gérer le cycle industriel de la donnée, du modèle, du drift, du fait que les modèles se dégradent au cours du temps, et ce genre de choses. C'est des cycles en informatique qui sont connus. Et moi, je me rappelle d'avoir eu des cours d'un des grands papes de l'intelligence artificielle en France, et il disait IA, intelligence artificielle ou informatique avancée. Quand ça marche, c'est informatique avancée. Quand c'est encore un peu du POX, c'est de l'IA. Vous introduisez aussi la notion de gouvernance, hein, mine de rien. Ça, c'est des enjeux dans vos entreprises. Qui est-ce qui gère la gouvernance des projets pour qu'ils soient connus de tout le monde, qu'on puisse réutiliser, faire connaître les succès? Alors, dans le mot gouvernance, il y a différentes choses. Alors, dans des entreprises comme les nôtres, gouvernance, oui, c'est drivé par les filières risques. Et donc, nous, on a, et c'est chez moi que ça a été écrit, en fait, on a traduit les gouvernances risques historiques en gouvernance spécifique IA, en y intégrant les enjeux d'appropriation métier des modèles. Pour nous, c'est fondamental. Le propriétaire du modèle, c'est pas le data scientist, c'est le métier, le responsable du département des sinistres, par exemple, qui est propriétaire de son modèle. Et ça, c'est des choses qu'on écrit dans nos gouvernances. Et puis, on y intègre également des enjeux de contrôle, d'éthique, encore une fois, qui sont extrêmement importants. Après, dans votre question, il y avait plutôt aussi les enjeux de communication. Donc ça, évidemment, mais je reviens sur ce que je disais précédemment. On a une communauté, on partage beaucoup nos expériences. Et puis peut-être, je voulais rajouter quelque chose sur l'acculturation, parce que vous insistiez tout à l'heure, et nos amis également. C'est fondamental, hein, l'acculturation. Alors même dans les endroits où ça marche plutôt bien, il y a quand même des enjeux majeurs d'acculturation. Nous, on a mis en place un programme de formation de très haut niveau en collaboration avec l'École Polytechnique pour former nos top management aux enjeux de l'IA. Et je vous assure que ils sont pas juste assis en train de regarder un écran. Ils donnent de leur personne. On veut qu'ils aillent jusqu'au fait de fabriquer un petit modèle, qu'ils comprennent ce que c'est qu'un modèle. Et donc on a formé une petite centaine de top managers dans l'entreprise, et ce sont les futurs COMEX, futurs CEO de BNP Paribas Cardiff, parce que pour nous, c'est fondamental de mettre à la tête de ces entreprises des gens qui comprennent vraiment ce que c'est qu'un modèle, comment ça se construit, les enjeux, parce que sinon, ils ne pourront pas diriger les entreprises de demain. D'accord. Olivier, je voudrais revenir avec vous sur la partie un peu interaction entre les métiers, la data et l'IT. VMware, vous êtes présent dans plein de secteurs, dans de nombreuses entreprises. Et est-ce que cette proximité, elle se fait un peu plus naturellement qu'il y a quelques années, hein? Ça fait des années finalement qu'on est dans le secteur qu'on parle de ce besoin, de cette nécessité. Alors elle se fait, et c'est une excellente nouvelle. Je reprends l'expression de tout à l'heure, on a sauté dans le trou ensemble. Voilà, on saute dans le trou avec nos clients, avec joie et bonheur d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet d'accélérer les projets. De toute façon, et Mickaël vient d'en parler, les entreprises ont besoin de data pour se différencier. Toute la compétitivité réside maintenant dans la capacité de maximiser la valeur de la data. Pour y arriver, il faut faire travailler tout le monde ensemble et non pas les uns contre les autres, comme ça a été un temps le cas. Et je pense que le point sur l'acculturation, la capacité des directions générales à intégrer au plus profond de leur plan stratégique la capacité que la digitalisation permet d'apporter, fait une différence très tangible et très concrète dans le business de chacune des entreprises et dans sa compétitivité. Voilà. Et donc oui, pour répondre à la question, et c'est vraiment une excellente nouvelle, on arrive maintenant à ce que les équipes qui développent les applications d'un côté, celles qui gèrent les données de l'autre et les troisièmes qui gèrent l'infrastructure travaillent de manière efficace ensemble. Merci Olivier. Alors je voudrais revenir sur un point on en a parlé tout au long, c'est les compétences. Et les enjeux d'attractivité, on sait qu'il y a des profils rares, data ingénieurs, data scientists, même des chefs de projet, des data product managers. Il y a beaucoup de fonctions qui sont nouvelles, qui sont apparues. Comment on arrive à les attirer? Est-ce que c'est une vraie difficulté? Et comment on les retient, même si c'est parfois difficile, au-delà d'une certaine durée, de retenir des profils aussi volatiles finalement? Yvan? Alors, premièrement, effectivement, le premier sujet, c'est de faire un bilan et un constat par rapport
à la fois aux métiers en attrition et aux métiers qui vont se développer. Ça s'est fait dans les filières IT, mais pas uniquement. Il faut que la DRH soit le partenaire de la filière IT et des nouveaux domaines de compétences qu'il va falloir développer. Ensuite, il y a deux sujets. C'est soit le sourcing externe, soit la transformation interne des équipes. Et en fait, sur les deux sujets, les deux volets, il va falloir être très actif. Alors nous, on a mené des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. Je suis moi-même, par exemple, responsable d'un master en université et je fais du sourcing et j'explique effectivement les transformations à mes étudiants et eux-mêmes sont à même ensuite de les appliquer dans des établissements comme les nôtres. Et bien sûr, en interne, on modifie les métiers de nos équipes en disant, effectivement, le potentiel que vous avez sur les 10 ou 20 ans à venir va être d'utiliser au mieux ces nouvelles technologies qu'on évoquait à l'instant et qui nécessitent effectivement cette phase d'acculturation par des équipes qui sont soit techniques, soit métiers et qui doivent comprendre les mécanismes. Je vais donner un exemple très simple. Tout à l'heure, vous parlez de gouvernance. Et moi, ce qui me choque, en tout cas, ce qui m'intéresse dans la gouvernance, c'est la gouvernance et l'IA. Ça fait apparaître des questions nouvelles. Par exemple, la question des biais cognitifs qu'évoque notamment Olivier Sibony, c'est un des experts en France dont on a la chance effectivement de bénéficier de conseils. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'explicabilité d'un modèle, quand on est face à un régulateur pour expliquer, quand j'ouvre le capot, c'est pas forcément A plus B égale C, c'est beaucoup plus complexe dans l'IA. Tout ça, ça doit être maîtrisé, à la fois par des équipes techniques et à la fois par des équipes métiers. Donc il va falloir, en termes de compétences, acquérir à la fois un volant de data scientists et d'experts qui vont être capables de comprendre ça, mais surtout former toutes nos équipes métiers, toutes nos équipes projets à ces nouvelles formes de raisonnement, de travaux sur des modèles. Parce que, en fait, le modèle de la banque ou le modèle qu'on va proposer, c'est là où on va faire la différence par rapport à un marché qui est très concurrentiel. Donc, la performance de notre modèle va nécessiter les plus grands experts. Et donc, il y a vraiment une guerre des talents aujourd'hui. Oui. Et donc, est-ce que, à Société Générale, il y a un travail sur l'image pour attirer ces profils, dont on sait qu'ils ont un certain nombre d'opportunités devant eux, et notamment des fintechs qui ont levé beaucoup de fonds l'année dernière, notamment? C'est un enjeu de communication, effectivement. Alors, on le fait au travers de plusieurs événements. On le fait au travers d'hackathons, par exemple, où on va mixer des équipes internes et des équipes venant, par exemple, d'école 42 ou de Simplon ou d'écoles qui sont effectivement habituées à ces nouvelles technologies. On le fait au travers aussi d'événements spécifiques comme la Tech Week, où pendant une semaine complète, on va faire toute une série de présentations, de démonstrations ouvertes très largement au-delà de l'entreprise et notamment à des partenaires par exemple comme VMware pour dire voilà quelle est la technologie, comment aujourd'hui au sein de Société Générale on utilise ces nouvelles technologies. Et ça effectivement en termes de communication, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou par tous les médias que l'on utilise, on parlait de la GFI tout à l'heure, c'est effectivement important d'avoir ce dialogue avec les journalistes pour expliquer ce qui est en train de se faire et pour attirer effectivement les meilleurs spécialistes dans nos équipes. Philippe, pareil, l'attractivité, c'est un vrai enjeu pour vous de faire venir des compétences, des développeurs, des data scientists. Puis vous heurtez du coup à la concurrence d'un certain nombre d'acteurs. Alors, pour nous, à l'échelle de Jolt, oui. Après, notre équipe est petite, on est tous des anciens entrepreneurs, donc on a tendance à faire venir des gens de nos anciennes équipes. Mais au niveau du portfolio, donc les sociétés dans lesquelles on est investi, on le sent très fortement. La compétence est terrible et la compétence est par rapport à des acteurs énormes, des acteurs comme vous effectivement, mais des acteurs aussi comme Google, Facebook, des sociétés extrêmement bien financées. Moi, il me semble qu'on n'a pas les moyens d'intervenir en université, on le fait un peu, mais très très peu, que pour garder ces gens-là, il faut travailler sur des technologies intéressantes, parce que finalement, ils aiment ce métier profondément et donc ils veulent toujours être à la pointe, mais aussi leur donner un sens, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils comprennent à quoi ça sert. Et là, on a un avantage qui est que d'avoir une équipe de développeurs noyée au milieu des utilisateurs fait qu'ils voient immédiatement ce qu'ils font. Presque comme si on faisait du B2C, donc des logiciels que tout le monde peut utiliser. Cette boucle courte, elle permet de garder les gens. Mais oui, c'est extrêmement difficile en ce moment et la concurrence est plus que mondiale. Le nombre de Français d'ingénieurs français qui sont en Californie dans les plus grands groupes est incroyable. On peut en être fier, mais on peut aussi en être triste que ce ne soit pas leur société. Oui. Michael, vous vous retrouvez dans ce que dit Philippe, le sens et les technologies avancées finalement qui sont les meilleurs porte-drapeaux d'une data factory d'une certaine façon. Ouais. Pour donc la guerre des talents, elle existe. Nous, on essaye de ne pas la perdre de la façon suivante. Il faut avoir des très bons. Les très bons attirent. Donc nous, on a essayé d'avoir des gens qui ont des bons classements Kaggle, par exemple, des gens qui ont une renommée.
et qui peuvent et les jeunes vont vouloir venir travailler avec ces gens-là. Et ça, c'est des aimants. Donc nous, voilà, on a la chance d'en avoir un ou deux comme ça chez nous, et c'est vraiment une force d'attraction extrêmement importante. La qualité de l'environnement de travail, hein, vous le disiez, si vous prenez des très bons et que vous les faites travailler sur les plateformes de data mining d'il y a 5 ans, vous les perdez. Voilà. Et puis ensuite, des projets motivants, des projets challenging avec des enjeux technologiques et métiers et industriels importants. Et avec ce petit cocktail-là, vous arrivez à vous en sortir. Bon. Olivier, peut-être aussi sur cette question de... Vous êtes un employeur vous-même, vous êtes utilisateur d'IA aussi. C'est l'attractivité, les tensions sur le marché, c'est des choses que vous ressentez? Oui, évidemment. C'est dur pour tout le monde. On est un peu plus de 450 en France. Pour l'instant, on est fiers d'avoir un taux d'attrition inférieur à 5%, ce qui montre au moins une capacité de rétention. La rétention, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut attirer toujours de nouveaux talents. Et donc, l'entreprise met à disposition des employés de VMware un certain nombre de facilités. On a beaucoup travaillé sur l'organisation du travail, faire en sorte que nos employés aient beaucoup de flexibilité de ce point de vue-là, travailler de chez eux, venir au bureau, dans des lieux qui soient toujours plus conviviaux, qui permettent aux équipes de se connaître. L'entreprise nous alloue aussi quelques jours de congés supplémentaires pour permettre aux employés d'équilibrer leur vie privée et leur vie professionnelle de façon optimale. On est tous en train de chercher un certain nombre de sujets pour attirer des talents et exactement de la même manière, nous avons aussi passé un partenariat avec une école d'ingénieurs, les Sylves, qui a le bon goût d'être à quelques minutes à pied de nos bureaux à La Défense. Et nous avons même été jusqu'à définir ensemble le contenu d'une nouvelle majeure qui s'appelle Cloud Computing et Cybersécurité, tellement nous sommes tous à la recherche de talents et de jeunes personnes dynamiques et motivées. Et pour reprendre le propos, il y a des opportunités en France de doubler pratiquement la quantité d'ingénieurs que nos universités fabriquent, entre guillemets, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Merci Olivier. Oui, Philippe. En plus que les grands groupes américains implantent leur centre de recherche ici, et pour des raisons bien précises. Un autre élément, juste pour finir, c'est aussi l'aspect parité. On est dans un métier où il y a encore peu de femmes, peu de jeunes femmes, et je pense qu'on a tous un travail à faire pour dire que c'est un métier où les équipes à parité, j'avais une start-up avant dans laquelle on avait une parité totale, fonctionnent mieux. On a moins d'attrition, le travail est plus intéressant, c'est un des grands combats d'aujourd'hui, je crois. Oui. Alors malheureusement, la parité a fait défaut aujourd'hui sur ce plateau. On fera mieux la prochaine fois, mais comme vous le dites, c'est difficile d'attirer des femmes et oui, de rendre ce métier séduisant, parce que souvent il n'est pas toujours très bien présenté auprès des jeunes filles, dans les écoles, etc. Alors je voudrais remercier nos auditeurs pour leurs questions. Je vous propose de prendre quelques questions du public. Alors, pour ceux d'entre vous qui utilisent des fonctions de conversion de l'audio en texte, donc du speech to text, avez-vous créé une solution 100% maison sur base open source, ou est-ce que vous appuyez sur une solution du marché? Et après, est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Qui veut prendre Yvan? Oui, alors il y a effectivement beaucoup de composants open source qui fonctionnent. Alors tout dépend effectivement de la langue de départ. Au départ, c'était plutôt très efficace sur l'anglais, moins sur les autres langues. Pour une banque internationale comme la nôtre, c'était la complexité, c'est d'être capable d'acquérir des langues aussi complexes que des langues slaves ou l'allemand ou l'espagnol. Et aujourd'hui, on a effectivement tendance à la fois à travailler sur l'intégration de ces composants, mais surtout au paramétrage pour être sûr effectivement que dans notre vocabulaire, tout soit parfaitement compris et assimilé et donc intégré ensuite dans les fonctions de processing. Le deuxième point, c'est aussi de voir qu'on est vraiment dans des approches multicanales aujourd'hui. Donc effectivement, là où auparavant on travaillait plutôt sur un canal audio qui était relativement simple, aujourd'hui on a de l'audio, de la vidéo, parfois dans des formats qui sont un peu hybrides, et c'est là où c'est complexe techniquement, et on a besoin de ces composants open source pour ajouter de la valeur ajoutée dans nos modèles et dans nos traitements. Philippe, vous avez parlé de briques open source, mais est-ce que vous avez des briques audio Alors, en audio, on fait quasiment rien, mais par contre, on fait beaucoup de texte et on voit émerger aujourd'hui des modèles dans presque toutes les langues, mais effectivement avec un avantage énorme de l'anglais par rapport aux autres, et qui sont disponibles directement sur étagère. Une société créée par des Français à New York qui propose aujourd'hui presque tous les modèles qui existent, qui peuvent être intégrés en 3 clics
avec une qualité qui est vraiment très impressionnante. La difficulté, c'est de rentrer le vocabulaire métier. Et donc d'avoir suffisamment de données, d'enregistrements, de corpus pour faire ce genre de choses. Mickaël, du speech to text, vous en faites pour la gestion de la qualité des ventes. C'est du développement maison, c'est de l'open source, c'est un mélange des deux. Alors je pense que comme mes collègues, c'est des composants open source qu'on intègre et on a les experts qui savent les faire évoluer, les paramétrer. Et ensuite, l'enjeu, si vous prenez les meilleurs modèles du marché qu'on s'interdit d'utiliser aujourd'hui parce qu'on parle de nos conversations avec nos clients, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sensible. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir internaliser cette expertise. Mais les meilleurs algorithmes du marché ne parlent pas assurance, ne parlent pas le langage de Cardiff. Donc notre enjeu à nous, c'est d'obtenir la meilleure performance sur les types de conversations que nous avons avec voilà, des caractéristiques de nos produits, des discussions qui ont lieu avec nos clients. Et la performance, elle vient de là. Et on internalise parce que travailler avec un externe pour ça, ça voudrait lui donner le cœur de nos conversations. Et pour nous, ça n'a pas de sens. C'est vraiment la valeur qu'on cherche à créer pour nos clients, pour nos partenaires, et pas quelque chose qu'on veut mettre sur le marché. D'accord. Repartager parfois en extérieur des corpus anonymisés ou des modèles entraînés sur vos vocabulaires particuliers ou ce genre de choses? Oui, alors c'est le principe de l'open source, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement consommateur, on est contributeur. Là, c'est très important à la fois de développer cette logique de communauté interprofessionnelle avec tout type d'acteurs et aussi de travailler bien ce partenariat, ce que j'évoquais tout à l'heure, FinTech, grande entreprise. Je pense que c'est un modèle qui fonctionne bien en France et qu'il faut absolument développer. Et ça donne envie, effectivement, on parlait de talent tout à l'heure, ça donne envie au talent de travailler sur ces projets communs qui sont très intéressants, à la fois d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue métier. Alors, vous avez abordé une des questions de notre audience, qui était de savoir si, comme vous avez souvent parlé d'open source, et la question c'est de savoir est-ce que vous contribuez également à ces communautés. Je vous passerai la parole à chacun. Et il y a une deuxième partie, c'est comment vous gérez le cycle de vie de ces composants. C'est vrai que selon le dynamisme de la communauté, il faut plus ou moins d'investissement en interne. Peut-être là, Yvan, vous avez répondu, Philippe. Oui, nous on contribue en republiant des corrections, enfin, sous GitHub, des choses très techniques. Et oui, la gestion du cycle de vie est très compliquée. Je dirais qu'on passe peut-être 20% de notre temps de développement sur ce qui s'appelle la dette technique, c'est-à-dire vérifier que on est à jour de tout ce genre de choses. C'est beaucoup de travail. Alors nous, on contribue, on est membre fondateur de la fondation Scikit-Learn, qui est donc la librairie de référence hostée en France, mais c'est une librairie mondiale. Donc on finance le développement et on participe également je ne sais plus quel est le nom exactement de ce board, mais il y a un board où la fondation sonde des utilisateurs pour orienter les développements. Donc on contribue aussi de cette façon-là. Évidemment, quand on voit des bugs ou des choses comme ça, on les remonte. Ouais. D'accord. Je rajouterais un point. On a participé, on a lancé une initiative très intéressante de mon point de vue avec l'INRIA, qui est de mettre à disposition justement une bibliothèque de l'ensemble des composants open source en France et de les référencer. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à l'égard de la communauté des développeurs, mais également plus largement, elle a vocation à s'élargir au-delà du territoire hexagonal. Et ça, je pense que c'est la méthode de travail de demain. C'est de se dire, on n'est plus dans une compétition, on est plutôt dans une coopétition parfois. Et là, effectivement, on peut trouver des passerelles très intéressantes à partir du moment où le patrimoine applicatif est géré en commun et peut se développer en commun. Oui, c'est très intéressant. Nous, justement, je vous parlais de la différence entre les données publiques et les données privées. Et nous, notre vision, en fait, est d'ouvrir les données publiques qu'on collecte à toute une communauté FinTech, à condition qu'on travaille comme une communauté, c'est-à-dire vous consommez, mais vous mettez à jour aussi en retour dans des proportions raisonnables. Et on va lancer une initiative dans quelques mois sur ce sujet-là spécifiquement. L'investissement FinTech, DeepTech. Je vais compléter puisque cette approche en écosystème est assez déterminante. C'est parfaitement évident. On a un projet assez similaire avec l'INSERM au niveau de la recherche. Et il est critique de pouvoir permettre la contribution de l'intégralité de l'écosystème. En tout cas,
on fait très attention de permettre cette facilité à nos clients. On est nous-mêmes très contributeurs d'open source chez VMware, notamment en ce qui concerne la communauté Kubernetes. On est le deuxième contributeur open source après Google. C'est assez peu connu. Mais en tout cas, je pense que c'est la meilleure façon de progresser tous ensemble vers l'efficacité de tous ces sujets, entre autres de l'IA. Alors peut-être juste une précision, je pense pour les gens qui nous écoutent, il faut bien distinguer la partie code, algorithme, modèle, où là il y a des enjeux majeurs de coopération, d'open source et de travail en commun, et les données et la protection des données. Enfin, je pense qu'il est important que les gens qui nous écoutent comprennent bien que les données de nos clients sont bien sécurisées et ne sont pas mises à disposition de tout le monde. En revanche, le code qui permet de construire les algos, là, il y a des enjeux de partage. C'est important de bien préciser ça. Sachant que les données d'entraînement, c'est ce qui fait aussi toute la qualité, du modèle, avec effectivement ces questions de régulation. On a une quatrième question, puisque il y avait l'open source, finalement vous aviez commencé à en parler, mais c'est normal, c'est un sujet qui intéresse. Alors lorsque vous adressez des besoins de modernisation d'applications existantes pour y insérer des fonctions d'IA, comment gérez-vous les aspects d'architecture logicielle et de formation des équipes applicatives du métier? Qui veut répondre à... En fait, le vrai travail aujourd'hui des équipes, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on est dans des environnements effectivement très complexes qui sont multipliés par des bibliothèques de composants et de modules. Et on travaille beaucoup dans des architectures ouvertes, donc entre l'interne et l'externe. Et on a un besoin de travailler dans deux approches, soit une notion de data ou de plateforme, soit dans une notion de service. La plateforme, en fait, on vient intégrer dans notre patrimoine applicatif toute une série de composants, de modules et de données pour créer de la valeur. Et l'utilisateur vient donc chercher chez nous les services qui lui conviennent. La deuxième approche, c'est vraiment la notion de service où en fait on exporte cette connaissance, cette compétence dans l'environnement du client. Et ça nécessite en permanence de travailler sur des questions d'intégration. Nous, à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau client, quelque part, il faut qu'on apprenne le système d'information du client et qu'en toute sécurité, parce que ça c'est un point clé, on autorise ces échanges de données et d'intégration dans un environnement qui va être l'environnement du gérant, de l'investisseur ou bien de la société cliente. Et ce travail permanent est au cœur de notre transformation. Aujourd'hui, si on n'est pas capable de faire ça et de le faire efficacement, c'est-à-dire dans des projets qui sont avec un time elapse le plus court possible, effectivement, on rate notre challenge. Donc le défi, c'est ça. Philippe, est-ce que vous avez un mot à ajouter? On n'a pas tellement de legacy. Ouais. Dans un petit fonds comme nous, on n'a pas de legacy. Mais effectivement, je rejoins ce que vous dites, c'est de l'intégration aujourd'hui. C'est très rare de développer des composants fondamentaux. C'est passionnant, mais c'est très très rare. Michael, oui, pareil. Il faut voir que dans des entreprises qui ont des legacy, l'enjeu, moi je dirais plus qu'une intégration, c'est on fait du re-engineering de process. Quand on intègre un modèle, un process qui a été conçu sans IA, c'est pas un process où on va ajouter on top un IA. Ça transforme en profondeur le process. Et c'est là où il y a un enjeu majeur de proximité avec l'IT, de proximité avec les gens qui maîtrisent le legacy. Et il faut que ces gens-là maîtrisent aussi les enjeux IA, parce qu'il faut repenser la façon de faire les choses. Merci. Alors, une autre question, pareil, de notre audience. Peut-être ce sera plus pour vous, pour Cardiff et Société Générale. Vos entreprises doivent servir des fonctions des métiers répartis géographiquement. Il est souvent nécessaire d'avoir une proximité entre l'utilisateur et les moteurs d'IA. Comment gérez-vous ces aspects techniques comme leur déploiement et leur sécurisation? Finalement, est-ce qu'on est en centralisation, mais des utilisateurs qui sont, eux, décentralisés? Comment on gère ces aspects-là? Nous, on a un modèle de fonctionnement qui est un peu particulier, qu'on appelle un modèle hub and spoke. C'est-à-dire qu'en gros, la partie spoke, c'est la relation client. Et la partie hub, c'est notre usine de traitement qui peut être localisée dans différents endroits. Dans nos métiers, par exemple, on est très présent au Luxembourg avec une plateforme commune partagée par plusieurs pays, que ce soit l'Italie, la France ou l'Allemagne. On a des pays comme l'Irlande dans lesquels on partage avec d'autres grands groupes le besoin de faire ce pont vers le monde anglo-saxon et travailler à la fois avec la partie UK et la partie US tout en restant en Europe. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis, j'évoquais tout à l'heure nos centres en Inde, où effectivement, on a des usines de traitement qui sont très efficaces et qui nous permettent à la fois de comprendre les besoins métiers, de les partager, mais aussi de faire la relation entre
ce besoin métier et puis l'interlocuteur qui sera localisé dans le pays d'origine de la demande. Et là, les équipes travaillent bien et le télétravail, encore une fois, c'est devenu une règle aujourd'hui, mais ça existait déjà depuis 4-5 ans pour ces équipes-là. Oui. Alors, donc, nous, on est dans plus de 30 pays. Oui. Je suis assez d'accord avec le sous-entendu de la question. Un modèle adapté à la gestion des sinistres du Chili, ça se développe bien au Chili. Et donc, on a des équipes qui sont... alors ça dépend un peu de la taille et de la maturité, de l'histoire de chaque entité de Cardiff. Mais globalement, on a des équipes locales qui s'occupent de développer les modèles au plus proche des process. Ce qu'on fait, nous, au siège, on construit les briques d'IA qui nécessitent d'abord une très forte collaboration avec l'IT pour en faire des solutions opérationnelles. Et ce sont des briques d'IA qui sont plus... je dirais, sophistiqués d'un point de vue algorithmique et qui nécessitent un investissement pérenne. Donc ce sont nos solutions de traitement automatique de documents. On a une solution interne qui permet de faire de l'extraction de données et de la décision automatique sur l'extraction de données. J'en parlais dans les exemples de cas d'usage. Et puis ce sont les briques de NLP autour de l'audio et du texte. Et puis on est une compagnie d'assurance, donc toutes les briques qui sont spécifiquement liées au pricing sont construites au siège, mais évidemment appliquées de nouveau localement. Merci. Un sujet qu'on constate aussi chez VMware, c'est l'explosion du cloud, de l'edge computing, c'est-à-dire le cloud de périphérie. Et on constate cette explosion essentiellement parce que nos clients nous remontent les besoins, que les applications soient consommées au plus proche de l'utilisateur. Et là, on rentre dans une problématique qui peut être aussi organisationnelle, parce qu'il faut que ça reste gérable. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie de tout moderniser et peut-être un peu de tout centraliser, et simultanément, il ne faut pas oublier l'expérience de l'utilisateur qui doit être la meilleure et qui impose une sorte de processing local. Voilà. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément avec tous nos clients en ce moment devant l'explosion des clouds de périphérie. C'est assez impressionnant. Merci Olivier. Alors, tous les plaisirs ont une fin. On arrive sur la fin de cette émission. Olivier, vous allez pouvoir bientôt retrouver Florent pour clôturer. Alors, avant de laisser le plateau pour cette conclusion, je voudrais tous vous remercier de votre présence et de votre participation et de vos explications. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Nous venons de vivre près d'une heure et demie, merci Christophe et merci à tous nos intervenants, nous venons de vivre près d'une heure et demie de riches échanges sur des retours d'expérience, des cas d'usage de l'intelligence artificielle dans la finance qui légitiment complètement le développement très fort du recours à des solutions d'IA par les acteurs du secteur. Alors Olivier Savornin, quels principaux enseignements avez-vous tirés de ces échanges ? Alors, je crois que d'abord la richesse de l'enseignement vient du niveau de détail qui vient d'être donné et je remercie vraiment les interlocuteurs qui ont participé à cette émission, qui ont parlé à livre ouvert. C'est comme ça qu'on génère énormément de valeur. Si on doit retenir quelques éléments effectivement qui sont essentiels au succès de l'IA, je crois que le premier, c'est de ne pas oublier que l'IA est au service du métier. Il faut donc que le métier soit assez spécifique sur ce qu'il attend de la valeur ajoutée de l'IA. Et puis l'autre élément qui est un peu de l'autre côté de la chaîne, c'est que pour qu'une IA soit efficace, il faut qu'elle puisse bénéficier d'un maximum de données. Il faut donc que le système d'information ait cassé ses propres silos, en général liés à son histoire, de manière à ce qu'un maximum de données puisse nourrir l'implémentation de cette IA de manière aussi efficace que possible. C'est vraiment des enseignements qui sont passionnants pour nous tous. J'espère que pour toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter ce matin, elles sortent de là avec vraiment des idées plein la tête. Alors cette émission consacrée au secteur financier s'achève. Cet après-midi, place au secteur de la santé. Demain, au secteur de l'industrie et du retail, toujours sur des cas d'usage, des retours d'expérience sur des cas d'usage. Et jeudi, votre dernier événement sur les green tech dans le secteur public. Vous avez souhaité privilégier une approche, une vision sectorielle de cette tendance de fond. Pour quelles raisons et qu'attendez-vous des jours à venir, des prochains événements sur cette thématique, sur ces différents secteurs ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On a pu parler aujourd'hui de régulation.
On a vu à quel point c'était impactant pour les solutions qui étaient déployées. Ça impacte le champ des possibles. On ne peut pas faire n'importe quoi, en particulier dans le domaine bancaire et dans les services financiers d'un point de vue général. Et au-delà de la régulation, on voit bien que l'informatique doit se rapprocher de chacun des métiers. C'est la raison pour laquelle chez VMware, on a décidé de s'organiser maintenant de manière verticale. On a des équipes qui gèrent nos clients dans le secteur du retail, d'autres dans le secteur des services financiers et ainsi de suite pour être bien certain de comprendre quelles sont les problématiques métiers de nos clients et faire en sorte d'y répondre de la manière la plus pertinente possible. Très bien, merci Olivier Savornin pour ces perspectives. C'est ainsi que s'achève notre émission consacrée au cas d'usage, au retour d'expérience de l'intelligence artificielle dans le secteur financier, réalisé en partenariat par VMware, Alliancy et la GFI. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.